Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va aborder l'alimentation de la personne âgée à travers des activités thérapeutiques, cuisine, atelier cuisine. On va parler un peu de PASA, de l'alimentation Alzheimer, pourquoi pas du manger main. On est des professionnels de la restauration, on pourra répondre à ça. Un peu voir la réglementation pour faire ces activités je veux dire, de façon très sécuritaire. Euh, je vais présenter nos intervenants. En sachant que Isabelle Parmentier est à la porte en train de faire son badge et elle va nous rejoindre dans peu de temps. Et je la laisserai se présenter. Pour ma part, Patrick Josien, je suis responsable restauration dans un centre hospitalier en psychiatrie, référent pour la restauration santé sociale dans le réseau Restoco. Yannick Strotner, je te laisse te présenter. Yannick Strotner, président de l'ACEF, Association culinaire des établissements hospitaliers de France. Là, on m'entend. Ouais. Là, on Vous nous m'entend un petit entendez peu. au fond? Oui, c'est bon. Non, là, oui. Voilà, c'est un peu fort. Ah, bah là, voilà. Donc, Yannick Strotner, président de l'ACEF, Association culinaire des établissements hospitaliers de France. J'ai été responsable restauration pendant 23 ans et maintenant je suis formateur sur les textures modifiées, manger main et mixées, entre autres. Donc Isabelle, tu arrives bien, je te laisse te présenter. Donc Isabelle Parmentier, je suis cadre supérieur diététicien, présidente de l'Association française des diététiciens nutritionnistes et je travaille... Isabelle Parmentier, je suis cadre supérieur diététicien, présidente de l'Association française des diététiciens nutritionnistes et dans ma vie professionnelle, je travaille au CHR de Lille. Bien, donc on va parler de ces activités-là, comme je l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à poser des questions, parce que lorsqu'on parle d'activité thérapeutique, activité cuisine, on va parler franchement, il y a tout et n'importe quoi qui est fait. On dit parfois que sous la réglementation, on ne peut pas faire grand-chose, alors qu'effectivement, si on la respecte, il n'y a pas trop de soucis. Donc vous aurez le point de vue du suivi diététique par rapport à ces activités-là, un peu plus de vécu terrain. Moi, je pourrais parler un peu plus de sécurité alimentaire sur cette thématique-là. Donc Yannick, sur ces activités thérapeutiques, et puis un peu PASA, Alzheimer, sur ton expérience de terrain, sur tes établissements de santé, je te laisse la parole. Donc effectivement, on a plusieurs restaurations sur les établissements. Alors ça dépend pas que de l'état de santé du résident ou du patient, puisqu'on est là pour nourrir tout le monde, que ce soit de l'ordinaire aux gens qui sont en état de dépendance. Bon là, je vais rien apprendre, je vais rien vous apprendre. Effectivement, on a travaillé et on travaille encore sur les différentes textures, notamment le mixé et maintenant de plus en plus sur le manger main, qu'il soit froid ou qu'il soit chaud. Par expérience, dans les différents établissements où j'ai pu travailler, on a mis en place différentes phases d'alimentation en, en rapport avec l'état de santé des résidents et des patients, mais ça ne s'arrête pas que au niveau de la fabrication, notamment de la cuisine, mais ça va aussi jusqu'à la personne qui va servir le repas, l'aide au repas, qui est très important, qui est le moyen d'expliquer à la personne ce qu'elle va manger, ce qu'elle va déguster. Et c'est un travail qui est fait en amont entre le service de cuisine et le service de restauration, entre autres le service de repas. Ça, c'est un point très important à mon sens. Isabelle, tu pourras en parler également. Lorsqu'on parle d'ateliers, de confection, enfin de mise en place d'ateliers culinaires, ateliers thérapeutiques, ça vient au départ d'un projet de soins, un projet d'établissement, où ça peut bloquer, c'est si on n'associe pas la restauration. Parce que nous, on est à même de conseiller sur toute la partie sécurité alimentaire notamment, sur la faisabilité aussi. Donc ça, c'est vrai qu'il est important de pas d'associer la restauration dans ces projets-là. Ce qui est également important, c'est que, je le précisais tout à l'heure, je suis également formateur, mais ce qui est important aussi, c'est quand on va sur le terrain, c'est de pouvoir réaliser ce qu'on fabrique et à grande échelle. S'il n'y a pas que des petits établissements, il y a également aussi des grands établissements où il y a des gens dépendants et le fait de fabriquer et de bien fabriquer, il faut que ça soit réalisable et aussi, il faut que ça soit consommé puisque le résident, le patient doit s'alimenter.
Donc moi je vais donner un point de vue un peu complémentaire. Hein. Je suis arrivée en retard là parce que j'étais justement à une réunion au Conseil national de l'alimentation où on est en train de retravailler tous ensemble, cuisiniers, diététiciens, représentants des patients, parce qu'il faut aussi associer les patients à toute cette démarche, hein, le service de soins bien évidemment. Je pense que tout ce travail autour de l'alimentation c'est primordial puisque dans tous les cas de figure c'est important de passer à des réalisations pratiques avec les patients, avec les services de soins, que ce soit dans le cadre de pathologies chroniques, parce qu'il faut qu'on apprenne vraiment, et l'hôpital c'est un lieu privilégié pour ça, ou la maison de retraite, ou partout où le patient passe, hein, ça peut être aussi au patient soit à prendre en charge sa pathologie et les contraintes liées à sa pathologie. Hein. Quand on parle de texture modifiée, il y a aussi des pathologies neurodégénératives qui entraînent la nécessité de se nourrir en texture modifiée, ce qui n'est pas simple, hein, quand on a 40 ans, de passer à des textures modifiées. C'est aussi souvent synonyme de régression, et ça, les patients le supportent très mal. Hein, donc il faut essayer de leur redonner goût à l'alimentation. Et puis après, quand on arrive au niveau des personnes âgées, hein, c'est garder le goût de manger, et garder le goût de manger, c'est garder le goût à la vie, hein, tout simplement. Quand on ne mange plus rien ne va, et très souvent, c'est au cours de ces ateliers thérapeutiques de cuisine qu'on peut redonner ce goût à manger aux personnes âgées. Hein. Il faut savoir que tout d'un coup, on se sent complètement démuni de quelque chose qu'on a fait toute sa vie, puisque toute sa vie, on a œuvré pour se nourrir, et que tout d'un coup, c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour nous. En plus, bien souvent, même si on dit qu'il y a des cuisines dans l'établissement, même si on explique qu'on travaille avec des produits frais, les gens sont complètement coupés d'une partie de leur activité quotidienne. Et pendant cet atelier, on peut retrouver cette dimension. Alors j'adhère complètement à ce que disait Patrick, hein, il faut vraiment y associer tout le monde dès le départ. Au CHR de Lille, hein, pour exemple, pourtant on est un très gros centre, la quasi-totalité des ateliers thérapeutiques se fait en binôme diététicien et cuisinier. C'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent l'un et l'autre, parce que les activités et les compétences sont complémentaires. Et les diététiciens ont besoin du savoir-faire des cuisiniers qui peut amener toute une autre dimension. Et aussi les patients, parce que l'image d'une diététicienne ou l'image d'un cuisinier auprès des patients n'est pas la même. La diététicienne est souvent là, malgré tout, même si ce n'est pas tout à fait vrai, pour restreindre ou imposer des choses. C'est comme ça qu'on est vécu, tandis que le cuisinier apporte du plaisir. Hein, donc nous, on associe bien volontiers, mais vraiment bien volontiers les deux. En plus, je pense mes collègues cuisiniers du CHR sont ravis de pouvoir aller faire des ateliers de cuisine. Enfin, je vois par exemple en pédiatrie, mais pour eux c'est un plaisir, ils se battent presque pour y aller, hein, même si c'est en dehors de leurs heures de travail ou autres. Ils sont tellement contents de pouvoir faire plaisir à des enfants et de participer au projet d'un établissement, hein, parce que les cuisines c'est souvent dans les sous-sols, et il ne faut pas les couper de la vie de l'établissement. Donc c'est vraiment des choses importantes. Bon, après, j'aimerais bien que Patrick explicite un peu tout le côté hygiène, parce que trop souvent, on dit c'est pas possible, alors que c'est possible. Hein. Oui, tout à fait. L'activité thérapeutique, hein, c'est du lien aussi à recréer, hein, avec le service de soins notamment. On pourra parler du manger-main aussi. Hein. Les familles doivent être associées, parce que c'est un peu traumatisant pour la personne qui va commencer à s'alimenter en manger-main. Donc là, il est vrai qu'il y a le service de soins, on parlait du service restauration, diététique, bien évidemment, les associations de résidents, enfin les associations de famille aussi. Hein. Ça, c'est important de les intégrer à ces projets-là. Sur l'aspect réglementaire, il est vrai qu'on a toujours tendance à dire la réglementation, effectivement, de restauration est très contraignante, mais elle l'est si on rentre dans le cadre de la restauration collective. Les textes sont très précis. Lorsque vous entamez une activité thérapeutique où les personnes qui produisent consomment, vous sortez de la réglementation de la restauration collective. Donc là, effectivement, tout est ouvert. La culture de petits jardins, choses comme ça. À partir du moment où c'est les personnes qui font la cuisine et qui consomment, là, ça sort de la restauration collective au niveau de la réglementation. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. La traçabilité, la formation du personnel, bien sûr, est essentielle, mais ça laisse la porte ouverte à pas mal de choses. Étant formateur hygiène HACCP, c'est vrai que moi j'ai réintroduit pour les ateliers cuisine les œufs. Parce qu'on a tendance à dire les œufs
les œufs cookies sont interdits en restauration collective, c'est faux. Ça, c'est totalement faux. Bien sûr, ce qui est interdit, c'est de les servir crus. Mais à partir du moment où ils sont cuits à plus de 70 degrés pendant 10 à 15 minutes, il n'y a aucun danger en matière de salmonelle. Donc effectivement, on peut introduire les œufs cookies dans ces ateliers cuisine. Et pourquoi pas atelier crêpes, etc. Donc là, c'est vrai, atelier gâteau, pâtisserie. Donc ça, c'est tout à fait autorisé. Bien sûr, traçabilité. Moi, je l'ai autorisé, je l'ai intégré dans mon établissement. Mais lorsqu'ils vont faire leurs courses à l'extérieur avec les patients, ticket de caisse obligatoire, cahier ouvert avec la traçabilité, numéro de lot. Donc ça, voilà. Si on observe ça, si on travaille sérieusement, il n'y a pas de raison de se limiter à ces activités-là. Je répondrai à vos questions sur la sécurité alimentaire si vous voulez, il n'y a pas de souci. Le manger main, on en parlera un peu, parce que ça, c'est vrai que ça, pour l'alimentation Alzheimer, pour les PASA, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur dans les années qui viennent. Donc ça, c'est vrai que c'est un atelier très difficile à mettre en place, et si la restauration, comme on le disait, et la diététique ne sont pas intégrées, il y a de grandes chances que ça ne puisse pas voir le jour. Les établissements sont un peu frileux sur ces expériences-là. On a un peu chacun nos expériences. Bon, maintenant, moi je le mets en place chez moi, donc il n'y a pas de souci, on pourra en parler aisément. Yannick Effectivement, on parle des cuisines et diététiciennes, mais c'est aussi le personnel soignant qui doit être éduqué et qui doit être formé notamment pour cette alimentation-là. On a beaucoup d'animatrices aussi qui s'impliquent dans cette restauration-là, et c'est important de pouvoir expliquer ce que j'ai dit tout à l'heure, d'expliquer ce qui a été réalisé en cuisine, mais aussi sur des espaces de restauration. Alors comme le disait Patrick, ce qui est fondamental aussi, c'est que on doit, alors Isabelle en a parlé tout à l'heure, c'est les familles, d'inclure aussi dans les familles, d'expliquer aussi, parce que c'est pas facile de l'expliquer, de le faire comprendre aux résidents ou aux patients, mais c'est pas facile aussi de l'expliquer aux enfants des résidents et des patients, et c'est là où il y a aussi un gros travail à exécuter en leur expliquant pourquoi on le fait. On pourrait comprendre tous que c'est pour alimenter le résident, le patient, mais il y a une façon aussi de leur faire comprendre pourquoi les produits sont sous cette forme-là, pourquoi on va plutôt, notamment pour les gens qui vont manger main, il n'y a pas d'horaire fixe, c'est eux qui vont décider du moment du repas, donc ça va falloir l'expliquer aussi aux familles, pourquoi. Enfin voilà, il y a tout ce cheminement qui doit être expliqué de la famille aux résidents, aux patients, la cuisine, le service soignant, la diététicienne qui effectivement va prendre le relais et qui va expliquer aussi aux familles le fait du complément alimentaire et tout ça. Oui, Isabelle, oui, effectivement, pour te donner la parole là-dessus, effectivement, le manger main, si on en parle, c'est aussi une façon de travailler sur la dénutrition en enrichissant ces produits-là. Tout à fait. Quand on a affaire à des personnes âgées qui en plus ont des pathologies vraiment dégénératives, toute l'équipe soignante œuvre pour les laisser autonomes, même un tout petit peu, le plus longtemps possible. Il n'y a rien de pire que d'arriver à une vraie dépendance, et on sait que tout ce qui est perdu à tout jamais. Quand on a une pathologie comme un Alzheimer, on oublie tout. Et on oublie de manger, on oublie qu'on a faim. Donc tout est oublié, on a plus des comportements impulsifs. Donc l'objectif de ce manger main, comme il vient d'être dit, c'est de mettre à disposition de l'alimentation tout le temps aux personnes âgées et qu'ils puissent le prendre presque sans trop y réfléchir, quoi. Ils passent, ils voient des aliments, ils vont les consommer. En plus, le geste de porter, de prendre des couverts, comme on fait tous par habitude en France, ils ne savent plus le faire. Alors les familles le vivent très mal parce que on entend dire mais vous laissez nourrir ma maman ou mon papa comme un chien, quoi. C'est pas des animaux, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus rien. Alors que bon, ça nous dérange nous. Moi j'avoue que même en tant que professionnel au départ, on peut se dire on a quand même eu un instant où on s'est posé la question, quoi, parce que c'est très dérangeant de voir des aînés s'alimenter comme ça. Mais après, quand on comprend l'intérêt et eux, ça leur convient bien. Donc pourquoi nous, on les empêcherait de faire ce qu'ils ont envie de faire? Et comme il disait aussi, on leur apporterait pas les calories qui permettent quand même de aussi, parce que c'est dans un état de santé qui leur permet d'être mobiles.
Parce que quand on ne mange plus et quand on est âgé, la première chose qui disparaît, c'est la masse musculaire. Et quand on perd sa masse musculaire, on est très fatigué et on perd son autonomie une deuxième fois, hein, puisqu'on ne sait plus marcher, on ne sait plus se bouger. Donc on lutte contre la dénutrition, parce que quelque part, si le fait de devenir maigre, c'était pas grave, je ne sais pas pourquoi on embêterait ces gens qui vivent comme ils vivent et ils s'amaigrissent progressivement, c'est pas grave, mais on sait très bien que cet amaigrissement est très délétère et qu'il faut par tous les moyens lutter contre cet amaigrissement. Donc tout est fait maintenant et de plus en plus, hein, de façon dans les services de soins, les choses s'intègrent pour rendre aussi ce repas le plus normal possible. Là, on est passé d'un temps où, Patrick le dit, malheureusement, je pense que le plan de maîtrise sanitaire et toute l'hygiène a eu beaucoup d'intérêt puisque ça a sécurisé la totalité des repas servis en collectivité. On ne reviendra pas dessus, mais parfois ça va un petit peu trop loin et on empêche tout le monde de s'alimenter parce que donc et souvent quand on le lit bien, le texte ne dit pas ça. Ça arrange aussi parfois de transformer ce texte. Alors ça arrange tout le monde, hein, ça arrange aussi bien les cuisiniers que les soignants, parce que tout compte fait, ça, quand on est dans des cuisines, hein, c'est les standards, on produit des repas à midi, au soir, c'est des lignes de production et c'est simple. Quand on commence à personnaliser, à diversifier l'alimentation, il faut que toute l'équipe organise son travail de façon différente. Faire du manger-main, c'est un travail complémentaire, parce qu'il n'y a pas que le manger-main, il y a toutes les lignes de production à assurer, ce qui rend d'ailleurs très complexe la restauration dans un établissement de santé ou dans une maison de retraite, parce qu'il faut vraiment travailler sur toutes ces textures. Par contre, ce qu'il faut vraiment abandonner, et je suis diététicienne, hein, c'est quand on a affaire à des personnes âgées, c'est toutes les notions de régime, quoi. Il doit plus avoir de régime dans les maisons de retraite. Alors très souvent, c'est pareil, les familles arrivent, le médecin avait prescrit forcément un régime diabétique, hein, parce que quand on a 80 ans passés, très souvent on a des petits troubles de la glycémie, hein, mais on s'en tape des troubles de la glycémie. On laisse la personne âgée avec son hyperglycémie. De toute façon, le risque, c'est quoi? C'est qu'il fasse des complications à long terme. Bon, alors même s'il vit 100 ans, hein, ça fait 15 ans, il ne les fera pas, ces complications à long terme. Donc laissons-leur faire bonne chère, quoi, et manger. Donc on bannit les régimes et on travaille sur l'adaptation des textures, parce que là, il y a des vrais problèmes. Je vais te sauver, Isabelle. Donc, effectivement, comme le dit Isabelle, lorsqu'on est en commission restauration, en commission de menu, je pense que Yannick, tu pourras confirmer aussi, hein, les personnes âgées qui ont plus tendance à se plaindre de la restauration, c'est bien souvent les personnes au régime. Et malheureusement, si on applique les régimes diététiques, bien souvent, ça fait des malheureux, c'est évident. Si en plus on vient leur remettre du manger-main, des choses comme ça dessus, je pense que c'est très très traumatisant. Isabelle parlait des familles, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut les intégrer à ces projets, notamment manger-main, ces alimentations particulières. Le manger-main, c'est une restructuration complète du repas, c'est des temps de prise de repas différents. Qu'il faut pouvoir expliquer aux familles. Si vous avez des familles qui viennent à l'heure du repas normal et qui ne voient pas leur papa ou leur maman, question, où ils sont, est-ce qu'on les alimente? Donc voilà, il faut aussi pouvoir expliquer ça, que ça sera en horaire de repas décalé. Ça nécessite une organisation, ça veut dire que les services de soins doivent, à une époque où on manque de personnel un peu partout, parce qu'il faut aussi parler de ça, se lancer dans des projets comme ça, c'est quand même assez compliqué à mettre en œuvre sur le terrain. Donc il faut vraiment que toutes les parties prenantes soient favorables à ces activités-là, parce que faire 2, 3 horaires de repas différents, ça complique beaucoup les choses, hein. Mais ça se voit, ça rentre dans un projet d'établissement, un projet de service. Là, on a parlé un peu plus de manger-main, on y reviendra tout à l'heure si vous avez des questions là-dessus, mais au départ, on était parti quand même sur les activités thérapeutiques. Donc il est vrai, bien que ça soit lié, hein, par expérience, sur mes établissements, tous les services qui ont lancé des activités cuisine thérapeutiques passent par moi pour une liste de commandes. C'est-à-dire que ce que je leur demande, moi, c'est qu'ils se servent au maximum du menu qui est fait, ce qui nous permet, nous, d'avoir les approvisionnements en matières premières, et après, à charge, eux, de cuisiner comme ils le veulent. Donc ils font leur menu.
Ils m'envoient leur liste de courses, en gros, et puis là-dedans, moi, je dis, OK, pour ça, ou ça, ou ça, tout ça, je prends en charge. Ce que je peux pas prendre en charge, ben, ils le prennent sur leur budget alimentation, et par contre, ils chargent de la traçabilité à côté. Hein, donc ça, c'est des techniques. Yannick, je ne sais pas comment tu travaillais. Oui, oui. Bah, ce qui est important, c'est surtout de rester sur le même produit, en fait. On a un menu qui a été établi, notamment en commission de ou commission de restauration, où là, effectivement, les résidents, les patients, le personnel cuisine, le personnel de santé, mais également les familles sont là, sont associés. Encore une fois, on leur explique comment on travaille. Et après, ce qui est important aussi, c'est justement sur les fameux repas à thème. Alors, notamment sur le manger-main, j'ai eu des familles qui sont venues, qui ont travaillé avec nous, qui ont fabriqué du manger-main. On leur a expliqué. Alors, ils étaient étonnés de trouver le produit de base. Hein. Si on partait sur une carotte râpée, c'était exactement la même carotte qu'on avait râpée pour la personne qui était ordinaire. Donc voilà, on avait juste rajouté un épicissant si on était sur du manger-main. Et en fait, c'était ça. C'était de vraiment leur faire découvrir que l'appréhension que Patrick disait tout à l'heure, de pourquoi on mange main. Il y a le fait, effectivement, des problèmes, soit de motricité, enfin tout ça, de mastication ou tout ça. Et effectivement, on associe la diététicienne pour apporter tout le complément alimentaire. On passe sur le manger-main, on est souvent sur des petites portions qui sont enrichies pour justement rester dans la norme calorique journalière. Et voilà. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on explique. Et c'est le meilleur moment, c'est justement sur ces repas à thème où on peut, alors par petits groupes, puisque c'est plus facile d'expliquer par petits groupes. Et on avait, et effectivement, sur le dernier établissement où j'étais, eh bien, ça marchait très bien. On avait un responsable de la cuisine qui tournait aussi, parce que ça les intéressait, c'était une nouvelle cuisine, c'était quelque chose de nouveau. Alors, je ne veux pas dire que la cuisine collective est lassante, mais effectivement, on n'avait pas de peine à trouver des bénévoles pour travailler sur ces textures-là. Et les familles, après, c'était boule de neige. Hein. Alors, les premières fois qu'on a pu faire, on n'avait pas grand monde. Et après, vu que ça marchait bien, ça fait boule de neige. Et là, on avait beaucoup d'ateliers, puisqu'on a exposé après au niveau des ateliers. Mais c'est vraiment la chose la plus importante. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas penser que quand on fait un atelier pour un repas, il faut forcément tout faire. Hein, c'est quelquefois compliqué de faire le repas complet. Et je pense, mais j'entends que mes collègues font la même chose, hein, c'est quand même très facile aussi, si on s'organise bien ensemble avec les cuisines, on peut par exemple décider de faire le dessert en atelier thérapeutique. Donc l'atelier est autour du dessert et le reste du repas arrive de la cuisine. Il n'arrivera pas en plateau repas parce que si on décide d'en faire un moment convivial, il va arriver en collectif. Il sera resservi à l'assiette dans la salle où on a fait l'atelier et on peut recréer des moments de convivialité. Là, nous, on vient de faire cette expérience depuis 3 mois en pédiatrie, hein, dans le secteur d'oncologie pédiatrique, hein, donc où on est vraiment là avec des enfants qui ont des pathologies très lourdes et des familles qui vivent des moments assez compliqués. On s'était demandé si ça allait fonctionner. Et ben, ça fonctionne très très bien parce que les parents, au-delà de ce qu'on avait pensé, redeviennent acteurs du soin de leur enfant. Ils peuvent, au travers de ça, c'est très difficile aussi quand on est parent de se retrouver démunis. Très souvent, on est obligé de donner son enfant à l'équipe soignante pour la prise en charge qui est lourde. Et ce moment du repas, c'est encore un des seuls moments où on peut les rendre acteurs de la prise en charge de leur enfant. Et en plus, on a constaté que par rapport, puisque là on a une étude, hein, on a une étudiante diététicienne qui a suivi ça de très près, la consommation des enfants, elle a doublé. Elle a doublé le fait de les mettre en salle à manger, de les faire participer. Alors c'est quelquefois très simple, hein, on prend du fromage blanc, ils colorient avec, enfin ils mettent un sirop dedans, il devient coloré, on fait des choses très simples avec les enfants. Mais c'est pas pareil si on a aromatisé un fromage blanc soi-même et de le manger en dessert que s'il arrive dans un petit pot aromatisé. On change complètement. En fait, l'objectif, en fait, c'est de changer l'approche autour du repas. Là aussi, hein, bien évidemment, l'objectif, c'est qu'ils ne se dénutrisent pas, ces petits, hein, parce que quand on a affaire à des pathologies lourdes, il faut qu'on arrive coûte que coûte à ce qu'ils s'alimentent. Et dès qu'on doit passer à des alimentations artificielles, hein, c'est-à-dire soit de l'alimentation entérale ou de l'alimentation parentérale, on en rajoute
sur le dos des enfants. Et notre objectif, c'est qu'ils mangent le plus possible, parce que des moments, c'est vraiment pas possible, on est obligé de faire appel à des compléments, mais avec des repas normaux. Et nous, à Lille, mais je pense que c'est un peu pareil hein, dans toutes les cuisines, les cuisines s'organisent. Hein, ils vont acheter des aliments spécifiques parce qu'ils savent qu'il y a un groupe d'enfants qui veut faire certaines choses. Donc, bien sûr qu'on dit c'est la liste des aliments, mais très souvent, ils participent bien volontiers et ils se coupent en quatre pour pouvoir faire plaisir parce qu'ils participent aux soins. Hein. Moi, je dis toujours que la cuisine, c'est pas une activité logistique, c'est vraiment une activité support aux soins et en proximité, hein, parce que le cuisinier il doit faire partie de cette prise en charge. Et c'est pas réservé qu'aux maisons de retraite. On peut le faire aussi dans des services d'aigus et même dans des services d'aigus de centres hospitaliers et universitaires, de psychiatrie, c'est partout, quoi. C'est partout qu'on peut mettre ça en place. Alors effectivement, suivant les pathologies enfin moi je peux parler de la psychiatrie, effectivement, on va pas faire n'importe quoi ou faire n'importe quoi à certains déambulants, etc. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc ça peut se limiter, comme le disait Isabelle, hein, à du basique, hein, faire un gâteau, faire un peu de pâtisserie ou faire un élément du repas, mais on est totalement dans le cadre de l'activité thérapeutique. C'est aussi retrouver des gestes qui ont été peut-être perdus avec le temps. Bon, pas pour les enfants, mais au moins pour les personnes âgées. C'est créer du lien, comme je disais, avec le service de soins, avec tous les services, aussi restauration diététique. C'est aussi redonner on parlait de gestes qu'ils ont perdus, mais ils ont aussi perdu l'ouïe, l'odorat, la vue hein, pour certains produits, la couleur, les formes, tout ça c'est intéressant à travailler avec eux. Je pense que hormis le fait de faire des préparations, faire des préparations à des enfants, le fait de les faire travailler sur des formes différentes, ça peut aussi favoriser l'acceptation du repas. Donc il y a plein, l'activité thérapeutique est très vaste, hein, donc il y a pas je le répète assez souvent parce que j'avais été marquée il y a maintenant quelques années, mais d'ailleurs ça continue. Au CHR de Lille, là, on a un service de long séjour et une EHPAD hein, aussi, donc une maison de retraite. Et au cours de l'atelier thérapeutique, on avait mis dans des sacs des pâtes crues, mais des macaronis, des spaghettis, des coquillettes, et après on avait aussi mis des légumes secs. Et on avait fait un jeu avec les dames âgées. Dans le sac, elles devaient reconnaître la pâte crue, le riz, mais ça avait été, on s'était dit, ça va peut-être pas marcher du tout, mais elles avaient été ravies parce que c'est des dames qui ont tout au long de leur vie eu en contact ces aliments crus et ces aliments et donc elles avaient vraiment apprécié quoi. Enfin, je me souviens qu'elle m'avait dit mais merci madame quoi. Enfin, mais merci, c'était vraiment un merci quoi qui venait. Voilà, c'est redonné, c'est des gestes perdus qu'on perd quand on est en collectivité, qu'on perd en maison de retraite et faire retrouver ces gestes. C'est hyper important. C'est important pour le moral, je pense. C'est important pour plein de choses et c'est important pour la nutrition, pour pas qu'ils se dénutrissent, parce qu'on accueille quand même plus de 50% des résidents. Les résidents arrivent maintenant très âgés hein, dans nos structures. Souvent au-delà de 85 ans, ils arrivent souvent, s'ils ont vécu seuls un moment, hein, si les conditions de vie n'ont pas été très favorables, dans un état nutritionnel pas très bon, quoi. Il faut les retaper souvent quand ils arrivent. Hein. Effectivement, la tendance est de laisser les personnes âgées le plus longtemps possible chez eux. Hein. Ça, c'est vraiment un axe qui est de plus en plus développé. Hein. Garder l'autonomie tant qu'on peut chez eux. Donc effectivement, quand on les reçoit maintenant en hospitalier, ils sont bien souvent dénutris hein, pour la plupart. Donc c'est vrai que ça complique beaucoup les choses. Isabelle parlait d'associer les cuisiniers, de la joie qu'ils peuvent avoir à retravailler les produits, à retravailler avec les patients. Moi je le fais sur volontariat parce qu'on ne peut pas imposer aussi en psy d'aller travailler avec des patients, mais effectivement mes cuisiniers répondent favorablement à ça. Où la restauration est de plus en plus décentralisée. Hein. Bon, je dirige une cuisine centrale, je peux en parler aussi, mais effectivement, le fait que les cuisiniers retournent au contact, refont des préparations, je dirais un peu maison avec les patients, ça c'est quelque chose qui les intéresse aussi. On fait beaucoup d'activités, un barbecue avec les patients, enfin voilà, des repas à thème, etc. Donc nous, on est très actifs sur Bonneval là-dessus, mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir pour les cuisiniers et effectivement, quand je les vois travailler, c'est aussi de la joie pour les patients hein, qui sont en atelier et aussi de la joie pour les professionnels qui travaillent avec eux.
Une chose qui est intéressante à faire sur ce genre de choses, surtout au moment du repas. Déjà, si le cuisinier ne se déplace pas, enfin, la plupart du temps, ils n'arrivent pas toujours à se déplacer, mais c'est d'établir aussi un plateau repas pour que le cuisinier goûte aussi le plat ordinaire, haché, toutes les textures avant qu'il parte, qu'il soit validé. C'est fait de plus en plus. À 11 heures, il y a une petite réunion entre un cuisinier qui est délégué, un service soignant, oui, voilà, une aide-soignante, une diététicienne, et on se met dans une petite salle, on goûte les plateaux, et on peut valider ou pas le repas. Bon, la plupart du temps, il est validé, mais on peut avoir une petite discussion pendant 5 minutes pour expliquer un petit peu ce qui a été réalisé et tout ça. Et après, effectivement, moi, ce que je peux préconiser à toutes les cuisines, c'est effectivement d'envoyer un cuisinier qu'il mange avec le résident, avec le patient. Et là, vous verrez que c'est beaucoup plus facile, notamment il y en a encore beaucoup, des grandes salles où on va avoir jusqu'à 40 résidents. Ça apaise tout de suite la salle de voir le cuisinier parmi eux et de manger le même repas. Parce que la plupart du temps, on peut écouter les résidents et les patients. Oui, mais vous ne mangez pas ce que nous, on mange. Si, on mange exactement le même repas. Donc, et je pense que c'est le meilleur moyen de mettre le cuisinier avec eux et d'expliquer aussi le repas s'il y a moyen aussi par la suite, quoi. Ouais, sur mon établissement, j'ai un pôle géronto qui est de 125 en effectif, un patient. Donc c'est vrai que c'est assez important sur 2 salles, établissement en étage. Ça n'empêche pas que une fois tous les 15 jours, on a ce qu'on appelle de mise en place un repas socialisant où certains patients, à tour de rôle, sont accueillis dans une salle où le personnel de soins les accueille comme dans un restaurant, donc les servent dans de la vaisselle particulière, etc. Ça permet aussi de changer le cadre, je dirais, normal du repas et de favoriser l'acceptation des repas, ce qui peut être sympa aussi. Donc voilà, ça c'est des idées. En activité, sur notre PASA, on a un cuisinier qui vient de l'extérieur aussi. Donc on parle des fois de ressources en interne, mais on peut très bien faire appel à des professionnels de l'extérieur qui viennent un mercredi, par exemple, un mercredi par mois, un mercredi tous les 15 jours, pour faire des activités avec les patients. Ça aussi, c'est faisable. Donc on peut parler longtemps, mais si vous avez des questions, on va y répondre. Merci. Est-ce que selon vous, il est intéressant d'avoir un aménagement particulier des cuisines adaptées pour les patients? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? On n'en a pas parlé, mais effectivement, dans tous ces projets-là, si on veut faire une vraie activité thérapeutique, bon, on va pas demander de faire une cuisine avec une bonne marche en avant, etc., parce que c'est pas le but. Et puis on n'est pas, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre de la restauration collective. Tant que c'est bien cadré, ça va, on peut échapper un peu à ça. Néanmoins, formation du personnel, cuisine adaptée avec du matériel professionnel, ça c'est important. Alors, c'est vraiment professionnel si on veut vraiment apprendre la cuisine à du patient. Maintenant, dans beaucoup de services, c'est aussi du matériel comme à la maison, parce qu'il faut aussi leur apprendre les gestes qu'ils connaissaient. Donc voilà, c'est des gazinières comme à la maison, c'est pas forcément du matériel pro. Donc ça aussi, ça peut être mis en place, quoi. Parce que si on reparle de retrouver des gestes, effectivement, avec du matériel professionnel, c'est pas quelque chose qu'ils ont connu. Maintenant, remettre du même matériel qu'on a à la maison, vous comme moi, bon, ça c'est intéressant aussi pour les patients. Alors, ce que vous pouvez penser aussi, ce qu'on a fait nous là dernièrement, on a fait 2 cuisines. On a fait une cuisine comme à la maison, bien sûr, avec une cuisine équipée comme à la maison. Par contre, on a adapté la cuisine au handicap, c'est-à-dire que les plans de travail montent et descendent, ce qui permet d'accueillir des personnes en fauteuil roulant. Ça aussi, c'est important quand les personnes âgées... quand on vieillit, on est facilement en fauteuil roulant. Après, la position debout est parfois difficile à tenir. Donc on essaye d'adapter donc tous nos plans de travail. On a 2 plans de travail, monte et descendre, comme une adaptation. Ça coûte un peu plus cher, mais ça en vaut la peine parce que ça permet de rendre autonomes des gens. Voilà, parce qu'à un moment donné, c'était non, ceux-là ils sont en fauteuil roulant, on les prend pas parce que si on n'a pas une cuisine adaptée ou si la pièce est trop petite, on ne sait pas faire circuler 2-3 personnes avec des fauteuils roulants. Donc ça c'est un conseil que je pense qu'il peut être intéressant dans une structure. Il ne faut pas des choses compliquées, comme Patrick je disais, on prend des choses à la maison. Moi, pour tout vous dire, on a été chercher la vaisselle, les casseroles, dans un supermarché, j'ai une grande surface juste à côté. Il n'y a pas besoin d'acheter des matériels professionnels, parce que parfois, ça coûte très cher. Par contre,
si on prend une gamme de cuisine professionnelle, ça coûte beaucoup plus cher et c'est pas adapté parce que les manches brûlent, donc il faut prendre de la vaisselle comme à la maison. Et par contre, faites attention vraiment à l'environnement et à l'adaptation de cet environnement pour qu'on puisse circuler avec des personnes à mobilité réduite, hein, et on puisse travailler avec des personnes à mobilité réduite. C'est du matériel comme à la maison, mais dans un cadre professionnel, hein, voilà. Oui. Vous avez peut-être déjà abordé la question. Bon, beaucoup de personnes âgées sont dénutries. Est-ce que vous avez des choses innovantes en matière d'enrichissement, en dehors de ce que l'on connaît tous, avec le fromage râpé, la crème fraîche, le jambon blanc Et autre question, bon, alors donc la question de l'enrichissement protéiné. Et la deuxième question, on sait l'appétence des personnes âgées pour le sucre. Alors je crois que certains ont élaboré des menus sucrés du début à la fin. Est-ce que vous en avez l'expérience ? Alors, je vais parler de la partie cuisine avant tout, et après je laisserai la partie diététique qui répondra plus spécifiquement à cette particularité de produits associés à la restauration. Lorsque j'ai dû travailler moi sur la dénutrition dans mon établissement, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément d'enrichir les préparations, c'était déjà qu'ils consomment ce qui était servi. Parce que c'est bien, on peut toujours enrichir, mais j'aimerais bien moi qu'à la base on essaye de consommer ce qui est dans l'assiette et si c'est pas consommé, savoir pourquoi. Donc c'est aussi le cuisinier a son travail là-dessus, a sa responsabilité. On a mis les cuissons basse température pour les viandes, hein, qui permet d'avoir une tendreté pour les personnes âgées, parce que servir un steak, servir une escalope, surtout pour ceux qui sont en régime, cuite au four, toute sec, qui va être réchauffée après dans les chariots, bon, c'est pas appétissant, même nous on la mangerait pas, donc imaginez une personne âgée, ça serait difficile. Donc déjà le cuisinier à la base a du travail à faire sur les technicités de cuisson, ça c'est important. Et après, effectivement, si avec ça, ils sont encore dénutris, effectivement, là, on passe sur une deuxième phase où les diététiciennes, on va avoir leur action aussi. Oui, donc je rejoins tout à fait les propos de Patrick, oui, évidemment aussi. Hein, manger 2000 calories, c'est pas non plus des volumes hyper importants, hein, puisque après, c'est cette notion de volume, hein, de capacité à manger un certain volume. Le premier travail, comme il vient de le dire, c'est de bien adapter l'alimentation, bien adapter les textures, hein, un steak dans un service de soins. Enfin, moi, par exemple, nous, le poulet, pourtant les personnes âgées l'aiment, mais le poulet entier, on ne le sert plus le soir. Il y a des plats qu'on ne sert pas le soir parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour aider, accompagner certaines consommations. Donc, il faut bien travailler autour des menus. Après, les enrichissements, moi, personnellement, je suis vraiment pour des enrichissements le plus naturels possible. Les poudres de protéines, tout ça, bon, on peut, mais ça modifie quand même pas mal le goût de l'aliment, hein, donc plutôt des enrichissements de produits avec des produits, comme vous dites, du gruyère râpé, hein, des crèmes de gruyère, un peu de crème fraîche, des choses comme ça de base. Sur les compléments nutritionnels, hein, vous savez qu'après, c'est les petites bouteilles. Hein, donc il y a un lobbying énorme de l'industrie, de la nutrition clinique, hein, autour de tout ça. Ça soulage aussi parce que bien souvent, plutôt que s'occuper d'adapter la texture, d'adapter la cuisine, d'adapter des choses, quand quelqu'un ne mange pas maintenant, c'est aller. On lui met 2 petites bouteilles, une à 10h, une à 16h et on est tranquille, on pense qu'il va aller mieux. Donc c'est utile, c'est aussi des produits qui sont utiles, les compléments nutritionnels, mais à donner vraiment personnalisé, quoi. On ne donne pas ça à tout le monde n'importe quand. Enfin, moi, je préfère qu'ils mangent un yaourt en dessert qu'à les donner des compléments nutritionnels, parce que très souvent, ces compléments nutritionnels sont en plus très chargés en protéines, et c'est des produits qui coupent la faim. Donc là, quand on les donne, il faut vraiment les donner en dehors des repas. Donc malheureusement, à l'hôpital, on dit toujours de les consommer en dehors des repas. Mais quand on sait qu'à l'hôpital ou en maison de retraite, hein, le temps entre 3 repas est souvent très court. Hein. Le petit déjeuner, les matins, est à 7h30, 8h. Et le soir, le dîner est servi tôt. Donc l'entre les repas, il n'y en a pas beaucoup. Hein, quand on prend un complément nutritionnel et qu'on se charge de 20 grammes de protéines à 10h du matin, même vous, hein, même moi j'ai déjà essayé, hein, je vous mets à défi de manger un repas. Il n'y a pas d'appétit, quoi. L'appétit n'est pas là au moment du repas. Donc il faut faire très attention pour les gens qui peuvent manger des repas complets. Hein. J'exclus le manger main, où on est dans un autre type de prise en charge. Il faut faire attention à ces compléments nutritionnels. Après, si la population est vraiment très âgée,
comme la purée, des choses comme ça, on peut quand même charger un peu en beurre, hein, en jaune d'œuf. On fait des purées aux gruyères râpées. Ça permet quand même d'améliorer la densité nutritionnelle des plats servis. Par Il exemple, n'y a pas de nouveauté miracle. Hein. oui. Pour travailler sur la dénutrition, une chose qu'on a mis nous en place, toutes les pâtes enfin tous les légumes sont en gratin par exemple, hein, ça c'est systématique, donc enrichi à l'œuf et puis fromage. Et puis pareil, les purées sont retravaillées, beurre, fromage aussi, donc ça permet sur quelques plats hein, qui sont le plus souvent servis, hein, parce que la purée ça passe très souvent pour les personnes âgées notamment, les pâtes aussi, donc c'est vrai que les légumes ça passe mal, mais en gratin je peux vous garantir que ça passe mieux. Donc voilà, on peut travailler sur la dénutrition sur quelques plats comme ça bien spécifiques. Je sais pas, ça marche pas. Il n'y a plus de micro. Il marche le tien 1, 2. Ah bah là-bas. Ah ouais, d'accord. 1. Celui-là, il marche. Oui. Oui, vous me posiez la question des repas complètement sucrés. On n'interdit pas. Hein, si quelqu'un veut manger que des produits sucrés, on lui laisse manger que des produits sucrés. Mais il est quand même important d'essayer de garder toutes les saveurs. De garder toutes les saveurs parce que l'appétence vient aussi par les goûts qui changent. Quand on prend un repas avec un seul plat, on mange moins que si on prend plusieurs éléments différents au cours d'un repas. Donc on parle toujours des repas à 5, 4, 3 composantes. Moi je pense, mais ça c'est personnel, qu'il faut quand même si il faut travailler les quantités, même si tout n'est pas mangé, il faut offrir des choses diversifiées. Après, il peut y avoir des cas spécifiques où la personne âgée voudrait que du sucré, pourquoi pas, hein, mais... Là, les comportements sont très individuels et on adapte. Enfin là, je pense qu'après, il faut faire du coup par coup. Hein. Puis bon, après, certains, il n'y a plus vraiment de goût, de dégoût. C'est assez particulier. Ils ont des phases aussi, c'est un peu particulier. Mais pour les gens qui sont encore capables d'analyser ce qu'ils vont prendre au repas, on sert diversifié. Après, la spécificité de la personne âgée, c'est qu'elle oublie très vite. Hein. Quand on va dans les services et qu'on demande ce qu'ils ont mangé à midi, bien souvent, ils ne savent plus. Hein. Donc, il faut écouter les goûts sans trop les écouter. Et d'ailleurs, quand ils sont en salle à manger, très souvent, ils disent qu'ils n'aiment pas un truc. Et quand ils y arrivent, tout d'un coup, c'est la bagarre parce qu'on veut comme le voisin, alors qu'on a dit 2 heures avant qu'on détestait ce plat-là. Donc, quand ils le voient arriver, si on peut partir de ce côté-là, au niveau des goûts, moi je reste je dis pas qu'il faut pas prendre les goûts des personnes âgées, mais je pense qu'il faut continuer à leur offrir des plats diversifiés parce qu'on remarque qu'entre l'expression de j'aime et je n'aime pas et la réalité de la consommation, il y a souvent deux, même s'ils peuvent avoir des vrais dégoûts, hein, c'est pas... Alors les régimes, alors oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quand on est... je viens de le vivre personnellement avec ma maman qui a 80 ans et on lui a découvert une glycémie à 1,30. En 3 mois de temps, je suis diététicienne quand même, mais bon, c'est ça, elle n'a pas voulu m'écouter, quoi. En 3 mois de temps, elle a perdu 8 kilos parce qu'elle est sortie de son médecin généraliste avec un papier, je ne peux plus manger, donc elle avait arrêté tout, quoi. Enfin, elle ne mangeait plus rien. Tous ses plaisirs étaient arrêtés et c'était gagné, quoi. En 3 mois de temps, elle a perdu 8 kilos, quoi. Donc à un moment donné, elle m'a écouté, elle a repris ses kilos, hein, et sa glycémie, elle est régulée elle est régulée, quoi. C'est tout, c'est pas grave, mais c'est vrai, vous avez raison, on continue. Et le pire, c'est que quand même, quand ils rentrent en institution, la famille, les enfants nous disent, mais si nous on lève le régime diabétique, il faut se battre avec les enfants, quoi. Pourquoi vous avez enlevé le régime à mon père ou à ma mère, quoi? Bientôt, on est des bourreaux parce qu'on supprime le régime. Et il y a tout un travail de... Ouais. Bien sûr.
je me suis toujours efforcé d'avoir, de la part des médecins qui me suivaient, disons quelque chose qui se rappelait justement à l'alimentation, parce qu'il me semblait que c'était important. Or, apparemment, ça ne l'est pas. Moi, je suis représentant d'usagers, par exemple, au clan, le clan du CHU de Besançon. Donc là, je peux voir exactement comment il fonctionne. Et j'ai également la représentation des usagers à la CRUC. Donc, je vois également les réponses, disons, aux questionnaires de satisfaction qui sont faits, ce qui concerne justement toute l'alimentation. Donc, on est à 50-50. Il y a des gens qui sont satisfaits, d'autres qui le sont moins. Donc, ça, c'est une question, c'est là qu'interviennent le goût et la présentation. Mais par contre, je suis toujours un petit peu étonné de voir que dans les lourds traitements que j'ai à suivre, on ne me donne pas d'indication particulière pour, disons, atténuer les effets et puis surtout me permettre de vivre mieux dans mon quotidien. Et de ce fait, il me semble que ça ne fait pas partie, en fait, de la formation des médecins. Et c'est là, je pense, qu'il faudrait mettre l'accent de façon à ce que, effectivement, l'acte de nourriture au sein de l'hôpital, c'est dans une journée d'hospitalisation extrêmement important, déjà ne serait-ce que par le fait que ça prend du temps. Et ce temps qui est consacré à la nourriture, ça peut devenir un temps de plaisir. Bien sûr. Qui en fait n'est pas forcément donné. Moi, personnellement, je peux vous dire que je rentre dans la catégorie de ceux dont l'appétit vient en mangeant. Parce que ce n'est pas parce que j'ai faim que je mange, c'est parce qu'il faut que je mange. Voilà, entre autres, tout ce que je peux. Non, mais vous avez complètement raison. Hein. En France, c'est un peu paradoxal parce qu'on est un des premiers pays où on a eu un plan national pour l'alimentation, hein, le PNNS, le plan national nutrition santé. Donc on est presque leader mondiaux sur cette démarche nationale autour de l'alimentation, hein, de la prise de conscience que s'alimenter, c'est un acte de base et qu'il faut éduquer tout le monde. Par contre, dans les faits, c'est vrai que les choses ne bougent pas beaucoup. Donc l'alimentation, la nutrition, les médecins, on en a un tout petit peu maintenant, hein, mais il n'y a pas très longtemps, hein, ils avaient 0 cours sur l'alimentation, quoi. Zéro cours. Donc pour eux, c'était pas quelque chose d'important. De même, maintenant, ça commence à entrer dans toutes les formations des paramédicaux. Hein. Les gens vont être formés. Mais pareil, les cuisiniers, je parlais pour mes collègues, les cuisiniers, je ne sais même pas, je ne suis pas précisément, mais je ne sais pas s'ils ont des cours sur la nutrition ou peu aussi dans leur formation. Donc on est tous démunis d'une partie qui permet de travailler ensemble. C'est pour ça que la formation continue est aussi importante, hein, parce que un cuisinier, il lui manque aussi ces notions de savoir comment bien alimenter les personnes. Eux, ils font des plats. Par contre, la notion globale et le suivi d'une alimentation en collectivité, c'est pas forcément quelque chose qu'ils apprennent non plus, je pense, en formation initiale. Hein, ouais, tout à fait, ouais, je confirme. Vous avez une question? Ouais. J'avais une autre question concernant les lits en palliatif. Et le régime alimentaire ou ce que vous proposiez dans ces cas-là, il n'y en a pas évidemment, mais quelle était la ligne de conduite et comment est-ce que ça s'organisait du coup au niveau des cuisines, puisque c'est quand même assez particulier. Voilà. Au CHR de Lille, on a un service de soins palliatifs. Alors les repas, comment on les organise? Il y a eu un travail qui a été fait avec la cuisine. Évidemment, là, on est dans le faire plaisir. Hein, on mange à toute heure du jour et quand on en a envie. On a le menu de l'hôpital qui est proposé, plus une carte de plats spécifique qui est proposée. Et les cuisines ont formé l'ensemble du personnel soignant à la présentation des plats. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment la présentation. Là, dans ce service-là, il y a des verres à pied. Voilà, on essaie vraiment de faire de ce moment du repas un dernier moment de plaisir de la vie. Le visuel est important. Voilà. Donc le visuel reste important. Donc tous les jours, on leur envoie de quoi faire des petits décors de leurs plats. Hein. C'est tout bête, hein, mais un flan là, un dessert, plutôt, comment ça s'appelle? Un lait gélifié, par exemple, oui, un lait gélifié, là, les espèces de...
plutôt que le servir dans le pot, et ben on le fait retourner dans l'assiette et ça fait un petit plan, un petite chose jolie. On y met quelques petits touches sucrées, enfin des choses comme ça. Donc avec des aliments simples, on peut faire des choses sympas pour être consommées. Donc dans nos services, on associe au maximum aussi la famille, hein, qui peut prendre le repas avec. C'est pareil. Enfin, vous parlez du soin palliatif, mais aussi à tous les événements de la vie. Enfin, je pense que de temps en temps, enfin, nous on a beaucoup de lits, mais il y a des mariages à l'hôpital. Il y a des gens qui décident de se marier parce que malheureusement, l'issue, il y a des décisions qui sont prises, il y a des mariages d'organiser. Là, c'est pareil. Hein, si le service le demande, il y a un repas spécifique qui est fait pour le patient hospitalisé et 3-4 accompagnants. Hein. On organise ça vraiment à l'hôpital maintenant. Donc, c'est tous des événements qui peuvent être tout à fait organisés dans des établissements de santé. Ça prend un peu de temps, mais bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Non. Bon, on est légèrement débordé, mais c'est vrai qu'on a commencé un peu en retard. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, on est disponible si vous avez des questions particulières. Merci encore. Bonne soirée.